oui, l'enfant, il sent s'il est compris ou pas. Parce que pour moi, une des choses que les êtres humains attendent le plus, c'est d'être écoutés et compris par l'autre. Eh bien, quand un nouveau-né se sent écouté ou compris par ses parents, tout son être se détend. Et il y a une détente et presque un sourire. Ça se voit sur son visage. Bienvenue dans Dialogue, cette émission où je reçois des personnalités dont le travail me semble inspirant, nous permettant de mieux comprendre les défis propres à notre temps, comment vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, je reçois Catherine Guégan. Je suis vraiment très heureux de pouvoir faire ce dialogue avec toi. Ton travail depuis ton premier livre m'a beaucoup marqué. Je trouve que ça change énormément de choses, pas seulement, donc on va parler de ton travail qui est d'abord tu es pédiatre et tu as eu tout un travail d'accompagnement auprès des enfants et puis on aura l'occasion de voir un peu ton parcours et comment tu as construit ton approche. Mais au-delà même des enfants, je trouve que tout le monde a grand intérêt à te lire parce que ça ouvre d'énormes possibilités de compréhension de sa propre existence, de l'enfant qu'on a été et c'est pour ça que je trouve que ça dépasse même le cadre de l'accompagnement des enfants. Pour commencer tout de suite dans le cœur du sujet, dans un peu dans le côté le plus saillant, tu expliques que nous assistons à un changement très radical parce que dorénavant, nous savons, par la science, par la recherche, par les études sur le cerveau de l'enfant, des principes de ce que serait une éducation juste que nous ne pouvions pas savoir avant et qui change absolument tout. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que pour moi, c'est une vraie révolution éducative. Et j'emploie le terme révolution à juste titre, parce que quand j'ai sorti ces études-là, moi, j'ai été bouleversée et j'ai été émerveillée. Je me suis dit, c'est la première fois que des chercheurs donnent une nouvelle compréhension du développement de l'être humain. Pour moi, ça va beaucoup plus loin, comme tu le dis, de l'accompagnement des parents ou des enfants. C'est une vraie nouvelle compréhension de ce qu'il faudrait pour qu'un être humain se développe bien. Donc pour moi, c'est extraordinairement important. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre, et ça me met assez en colère, de voir que en France, bon, les choses évoluent, heureusement, mais je ne comprends pas pourquoi les philosophes, par exemple, ne s'emparent pas de ces nouvelles connaissances, qui datent maintenant, elles sont récentes, mais ça fait 20 ans que ces chercheurs du monde entier disent ça. Et moi, je me dis, mais il faut absolument que tout le monde connaisse ça, parce que ça change tout dans les rapports humains et dans l'éducation et encore une fois dans la compréhension de ce qu'il faudrait pour que tout le monde aille mieux et que notre société aille mieux. Alors, alors commençons. Qu'est-ce que ces découvertes scientifiques nous disent de tellement stupéfiant? Alors, de tellement stupéfiant, elles nous disent beaucoup de choses. Elles nous disent d'abord que l'empathie est fondamentale. Elles nous disent qu'il faut arrêter d'être violent avec les êtres humains et d'être violent d'abord avec les enfants qui sont extrêmement fragiles. Et elle nous dit aussi que l'enfant petit n'est pas un être méchant, que l'être humain ne naît pas méchant, et ça c'est extrêmement important. Par contre, il ne sait pas faire face à ses émotions les premières années de vie. Donc c'est trois choses extrêmement importantes qui nous donnent une autre vision de l'être humain. Commençons peut-être par le plus surprenant, parce que c'est si l'enfant se roule par terre, mort, et empêche ses parents de dormir, ce n'est pas par caprice et ce n'est pas en lui infligeant des punitions qu'on va l'aider à grandir. Ouais. Et donc, on pourrait dire, l'éducation a souvent reposé sur ce présupposé. Hein, on voit l'enfant, il se roule par terre, il fait des enfantillages, il est temps pour lui de grandir. Et tout ça, la science aujourd'hui montre que c'est une violence qui n'est pas légitime.
Alors c'est une vraie révolution. Pourquoi? Parce que ça fait des millénaires que les adultes traitent mal les enfants. C'est-à-dire qu'ils les humilient verbalement et physiquement, et ça dans toutes les cultures et toutes les religions. Donc, pourquoi? Ça m'a posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais pourquoi les adultes ont toujours fait comme ça? Et grâce à ces recherches, j'ai des hypothèses. C'est-à-dire que l'enfant petit, oui, il se roule par terre, il tape, il mord, il crie, il jette ses jouets, il déchire. Et donc les adultes ont dû se dire, mais les petits des êtres humains, ce sont des animaux sauvages. Il va falloir les dresser. Et donc jusqu'à présent, l'éducation était un dressage, c'est-à-dire avec des humiliations verbales tout le temps. T'es pas gentil, c'est pas bien ce que tu fais, t'es orgueilleux, t'es paresseux. Donc toujours des dévalorisations et des punitions qui parfois sont extrêmement violentes. Donc ça, c'est vraiment dans le monde entier, encore à l'heure actuelle, c'est l'UNICEF qui nous dit ça. Et donc, les chercheurs nous disent que ces humiliations verbales et physiques, j'ai été très stressée de sortir ces études-là. C'est Bruce McEwen, qui est un chercheur américain, qui a travaillé sur l'effet du stress sur le cerveau de l'enfant. Et il nous dit que oui, le cortisol, qui est donc la molécule du stress, peut abîmer, quand ces humiliations sont quotidiennes, répétées, le cerveau de façon très importante. C'est-à-dire que ça va abîmer des parties essentielles du cerveau de l'enfant. Parce que l'enfant a un cerveau très fragile. Et que toutes les humiliations physiques, pareil, vont impacter les parties les plus précieuses de notre cerveau. C'est quoi les parties les plus précieuses? C'est le cortex préfrontal qui nous permet de réfléchir, de raisonner, le cortex orbitofrontal qui fait partie du cortex préfrontal et qui nous permet 4 capacités fondamentales. Elle nous permet d'être empathique et sans empathie, on ne peut pas aimer. Donc évidemment que c'est ce qui nous fait être humain. Ce cortex orbitofrontal nous permet de faire face à nos émotions, de les réguler, de faire des choix. Et un humain, s'il ne sait pas faire des choix, tout le monde le sait, il est perdu. Et d'avoir un sens éthique et moral. Donc si l'être humain ne reçoit pas cette empathie, si au contraire il est humilié verbalement et physiquement, ça entrave le développement de ce cortex orbitofrontal. Moi, la première chose qui m'a stupéfait quand j'ai lu ton premier livre, c'est en parlant mal à l'enfant et en le stressant, ça a des conséquences pas seulement affectives, mais sur le développement cognitif. Je trouve ça juste tellement stupéfiant, c'est-à-dire en maltraitant les enfants comme nous le faisons, nous empêchons leur développement cognitif. Et ça, aujourd'hui, c'est prouvé, on le sait, on l'a étudié. Oui. C'est incroyable. Ah bah, pour moi, ce sont des... quand on dit c'est mon livre, oui, et c'est mes expériences à moi avec les parents, mais c'est grâce, moi j'ai une gratitude immense vis-à-vis de ces chercheurs qui nous permettent justement d'avoir une autre vision du développement de l'être humain. Et oui, les humiliations verbales et physiques abîment ce cortex préfrontal qui nous permet de réfléchir, d'avoir du discernement, de planifier, qui permettent tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc de pouvoir vraiment être aussi des vrais êtres humains pensants. Et également, ça a des conséquences sur notre cerveau affectif qui nous permet les relations et tout ce travail sur les émotions. Donc, parce que je trouve, on peut comprendre qu'on fait du mal à un enfant, et donc du coup, émotionnellement, il est un peu perdu. Mais ce que je trouvais aussi étonnant, c'est que ça a aussi des conséquences sur leur capacité d'apprentissage, leur capacité de penser. Et il y a des études, est-ce que tu peux peut-être citer une étude qui montre sur les capacités cognitives? Parce que je trouve que c'est quand même c'est troublant que le manque de sécurité affective entraîne une inhibition des capacités cognitives scolaires. Alors, Martin Teicher, qui travaille à Harvard, étudie les conséquences des humiliations verbales et physiques sur le cerveau de l'enfant. Et il a montré que, par exemple, ça a atteint une structure cérébrale qu'on appelle l'hippocampe, qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Donc ça a des impacts directs sur l'apprentissage, oui. Parce que ça, évidemment, ça c'est grand.
presque la structure de l'éducation, c'est voilà, il faut dresser pour que les gens apprennent et sinon ils ne vont pas apprendre. Et là, en fait, on a tout faux. C'est pas par exercer un contrôle sur l'enfant qu'on va l'aider à pouvoir avancer, même cognitivement. Après, on parlera de la dimension affective. Oui. Mais je trouve que là, c'est abyssal comme par rapport à tous les présupposés que nous avons. Mais c'est au contraire, par une dimension d'écoute, qu'on arrive à permettre à l'enfant de progresser intellectuellement dans le monde. C'est quand même Absolument, absolument. Et pour revenir à Bruce McEwen, il montre justement que le cortisol va atteindre toutes les structures du cerveau. C'est-à-dire que ça atteint les neurones, la substance blanche et la substance grise. Ça atteint les synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones, les réseaux neuronaux, les structures cérébrales elles-mêmes et aussi toutes les molécules cérébrales. Donc ça atteint tout le cerveau, c'est-à-dire toutes nos capacités d'apprentissage ou d'affectivité. Oui, c'est le cerveau entier qui est impacté par les humiliations verbales et physiques. Moi, évidemment, en tant que philosophe, je trouve ça très impressionnant puisque moi, je dénonce beaucoup l'idée philosophique sous-jacente. Si je veux, je peux. C'est par la volonté que je dois y arriver. Et il y a tout cet arrière-plan philosophique qui séduit tellement les gens aujourd'hui que c'est par la volonté que je dois réussir à être plus apaisé et atteindre mes objectifs. Oui. Or, on voit bien déjà là, dès l'enfance, que ce n'est pas du tout par la volonté, mais c'est par, on va le développer, mais par une certaine forme de sécurité affective, d'écoute, de rencontre de ce que l'on est, que nous pouvons progresser et avancer. Pour moi, ça montre l'interdépendance totale des êtres humains. C'est ça pour moi l'extraordinaire de la vie humaine et aussi le tragique de la vie humaine, c'est que nous sommes totalement dépendants des uns et des autres. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il naît, il a de l'ocytocine en lui, c'est-à-dire cette molécule de l'empathie, et après, pour que cela se développe et donc que son cerveau se développe, il va dépendre totalement des gens qui sont autour de lui, qui vont prendre soin ou non, et de la façon dont ils vont prendre soin de lui. Donc nous sommes absolument dépendants les uns des autres. Et ça, en fait, toute notre vie. Par contre, le cerveau des êtres humains et surtout de l'enfant est très malléable. Et donc, il peut toujours résilier si les traumatismes n'ont pas été trop importants au départ. Donc là, on a une des premières pierres qu'on a essayé de montrer. Et alors, la deuxième pierre, pour que ceux qui nous écoutent comprennent, donc, pourquoi l'enfant ça, je trouve ça juste tellement stupéfiant de comprendre ça. Pourquoi l'enfant se roule par terre et pleure et crie. Oui. Ça, je trouve c'est... Alors, si tu permets, oui. Je reviens un petit peu à la première pierre, parce que j'ai appris, en travaillant sur ce sujet, des choses que je ne connaissais pas. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a fait changer ma vision de l'enfant. J'ai appris ce que c'était que la maltraitance émotionnelle. Et les chercheurs à l'heure actuelle du monde entier travaillent sur ce concept-là. Eh bien, la maltraitance émotionnelle, c'est tout ce qui va dévaloriser, humilier, punir, exclure. Eh bien, il y a une jeune Hollandaise qui a travaillé là-dessus et qui a montré que la maltraitance émotionnelle que subissent les enfants en permanence va abîmer ce fameux cortex orbitofrontal. Pour moi, elle mériterait le prix Nobel. C'est extraordinaire, puisque je peux te promettre que les adultes disent tout le temps, dès la crèche, aussi bien les parents que les professionnels de l'enfance, disent tout le temps à l'enfant, c'est pas bien ce que tu fais, tu es méchant. C'est horrible. Mais c'est en permanence. Ça, on en reviendra à la fin quand on parlera des conseils pratiques, parce que je voudrais à la fin qu'on vienne là-dessus. Oui. Un des grands conseils pratiques, c'est arrêter de dire aux enfants, tu es méchant. Mais oui. C'est atroce. Mais je dis... mais pour qu'on comprenne, c'est ça que je voulais dire, parce que je pense qu'on va comprendre. Si on comprend, parce que je pense que c'est vraiment, pour toi c'est évident, mais ça va être un grand choc pour ceux qui nous écoutent. Disons, la deuxième pierre, c'est pourquoi l'enfant apparaît comme méchant. Oui. Alors, pourquoi l'enfant apparaît comme méchant? Eh bien, les tout-petits, ils se roulent par terre quand ils ne sont pas contents. Ils peuvent taper, griffer, mordre, jeter leurs jouets. Donc,
pour les adultes, c'est extrêmement difficile. Et les enfants, au départ, quand ils n'ont pas le langage, ils pleurent beaucoup, ils crient beaucoup, ils s'affirment beaucoup, aussi par leur sourire, par leur capacité d'empathie, mais quand ils ont quelque chose qui les dérange, eh bien, ils vont pleurer. Alors c'est bien, tu fais monter le suspense là. Alors que ça, Alors, quand nous, adultes, on éprouve de la tristesse ou de la colère ou de la peur, est-ce que c'est agréable? Non, pas du tout, c'est extrêmement désagréable. C'est une souffrance. Il faut vraiment se mettre à la place de l'enfant. Et pourtant, nous, on a notre cortex orbitofrontal qui nous permet de faire face à ces émotions et de prendre du recul face à ces émotions. En se disant, bah là, oui, je suis triste ou je suis en colère, c'est peut-être pas si grave que ça, j'ai peut-être trouvé une solution. Ça nous permet de mettre les choses un peu loin et de trouver des solutions. L'enfant petit, son cortex préfrontal et son cortex orbitofrontal qui nous permettent vraiment de réfléchir, de penser, de faire face aux émotions, n'est pas encore du tout mature. Donc lui, il prend de plein fouet ses émotions. Donc lui, quand il est triste, ce sont des immenses tristesses alors qu'on lui dit arrête de pleurer, arrête tes comédies. Quand il est en colère, ce sont des immenses colères. Et être en colère, c'est pas du tout agréable. Et donc ça le fait se rouler par terre. Et quand il a peur, on lui dit tout le temps mais arrête d'avoir peur, c'est rien. Alors que lui, il est totalement paniqué. Donc c'est d'abord comprendre que lui, ce sont des très grandes souffrances. Et donc moi, ça m'a amené, quand moi maintenant j'ai 4 petits-enfants, quand je les voyais tout petits avoir des grandes crises de colère ou de panique, j'avais énormément de compassion pour eux et pour mes patients aussi. Donc tu vois, au lieu d'être en colère contre eux et de leur dire va dans ta chambre, arrête tes comédies, arrête ton cinéma, c'est au contraire d'avoir de l'empathie et de la compassion pour eux parce qu'ils souffrent d'être comme ça. Donc, je peux reformuler. Donc, l'enfant n'est pas méchant, son cerveau est juste pas pleinement développé et il est juste victime de l'intensité de ce qu'il ressent et il n'a pas d'autre possibilité pour l'instant d'y faire face. Et ce qu'il a besoin pour pouvoir y faire face, c'est pas du tout qu'on lui dise qu'il est méchant, c'est de sécurité affective, de tendresse, c'est la seule manière pour lui de réussir à faire face à la tempête émotionnelle qui le Oui, bouleverse. ce sont des vraies tempêtes émotionnelles et beaucoup de gens ont peur de ces nouvelles découvertes parce qu'ils disent « Oh oui, bah, vous comprenez les enfants, c'est du bisounours et c'est du laxisme ». Ce n'est pas du tout du laxisme, peut-être qu'on y reviendra après. Oui, on peut, vas-y. Oui, alors ce n'est pas du tout du laxisme. C'est pas parce qu'on comprend l'enfant, qu'on a de l'empathie pour lui et qu'on a de la compassion pour lui qu'on va le laisser tout faire. Pas du tout. C'est-à-dire que quand un enfant a un comportement qui n'est pas adéquat, par exemple, il mord, il tape, il jette ses jouets, on va lui dire « non, on ne fait pas ça ». Mais on ne va pas lui faire des grands discours parce qu'ils n'écoutent pas les grands discours, mais on va comprendre ce qui se passe en lui, on va l'apaiser si c'est possible, et on va l'aider à exprimer ses émotions. Est-ce qu'on pourrait dire au fond, l'enfant ne parle pas exactement la même langue que nous, et pour l'instant on lui parle sans une langue qu'il ne comprend pas, est-ce qu'il ne serait pas temps de parler la langue de l'enfant? Au fond, c'est un peu ça que tu dis. Pour moi, là, je n'arrive pas à te suivre, parce que pour moi, l'enfant parle les émotions, le langage des humains, et c'est à nous de comprendre les émotions de l'enfant. Si on fait oui, c'est ça que je disais. L'enfant ne parle pas la même langue que nous, voilà, parce que c'est plus direct, il y a moins cette élaboration que nous avons, nous, par rapport à notre peur et notre chagrin. Et nous lui parlons comme on parlerait à un adulte de sa colère, au lieu d'entendre, parce que à la fois on pourrait dire que c'est de l'empathie, mais c'est aussi dire comprendre sa langue à lui. Oui. Et s'il se roule par terre dans son langage à lui, ça veut dire qu'il est submergé par quelque chose. Oui. C'est ça que je voulais dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je dis aux parents, et aux adultes qui s'occupent des enfants, je veux leur donner confiance. Et je leur dis, vous êtes absolument capable de comprendre un enfant. Ça, c'est clair. Alors qu'ils se disent, oh là là, non. C'est le défaut de mon image. Oui. Le défaut de mon image, c'est qu'il faudrait apprendre une langue étrangère. Non, c'est une langue qu'on connaît, nous tous, la langue de l'enfant. Oui, et la langue des émotions, on le connaît tous. C'est la langue des émotions. C'est la langue des émotions. On pourrait dire, ça serait plus simple. L'enfant parle la langue des émotions, et nous, on a un peu
comme beaucoup d'adultes se sont coupés de leurs émotions, On ne sait pas trop ce que ça veut dire. voilà. Et par contre, C'est mieux dit, tu as voilà. raison. Et par contre, l'enfant, lui, dès la naissance, c'est un livre ouvert. Il dit tout. Et c'est à nous, adultes, de lire sur sa façon d'être, son regard, l'expression de son visage, de son corps, de comprendre ce qu'il nous dit. Et on est capable de le faire. Moi, j'y crois beaucoup. Et par contre, si on a des doutes, parce qu'on peut toujours avoir des doutes sur ce que ressent l'autre, eh bien, on lui demande, on lui dit, mais on lui donne tout un panel d'émotions. Là, tu pleures, tu cries. Est-ce que c'est parce que tu es énervé, tu as peur, tu es en colère, tu voudrais être dans mes bras? Et je peux te dire que même un tout petit de quelques jours, il confirme ce qu'on lui propose. Ça, ça m'a stupéfait. Ça, Oui. peut-être tu peux développer, parce que ça, je trouve, c'est incroyable. Alors, moi, j'ai énormément travaillé avec des femmes enceintes et des hommes qui les accompagnaient, ou des couples homo aussi. Et j'ai vu des milliers de couples et des milliers d'enfants. Et je peux t'assurer que dès la grossesse, je disais aux mères, faites-vous confiance, vous êtes capable d'être connecté avec votre bébé. Votre bébé, lui, pendant la grossesse, il éprouve déjà beaucoup d'émotions. Et dès l'âge du 6e mois de grossesse, la mère était capable de me dire, bah oui, là, il est énervé, je sens que je me positionne mal, ou bien j'écoute une musique qui lui plaît pas, ou bien là, je le sens serein. Donc, elles étaient capables déjà d'être connectées à leur enfant. Donc, c'est déjà une ouverture à leur enfant. Et à la naissance, quand on a déjà fait ce travail, parce que c'est un travail d'être connecté aux émotions de l'autre, elles étaient capables d'être connectées avec leur enfant. Alors de temps en temps, elles étaient un peu, et leur compagnon ou leur compagne était un peu troublé. Oh, là, c'est un peu trop, j'y arrive pas. Mais je leur disais, bah, proposez un panel d'émotions à votre enfant et vous allez voir. Eh bien, l'enfant, il confirmait si c'était ça ou pas. Ça, je trouve ça incroyable que. Donc, je reformule parce que c'est tellement stupéfiant. Quand l'enfant ne peut pas encore parler, lui proposer l'émotion qu'il ressent change tout. Oui, parce que je pense que y a ce qu'on appelle, les chercheurs appellent ça une synchronie, hein, et qui peut, à mon avis, se passer avec tous les êtres humains. On est capable d'être vraiment en synchronie avec l'autre, émotionnellement, affectivement. Et bien, ce qui se passe entre les parents et l'enfant à la naissance, très souvent, c'est pas du langage verbal, c'est une intuition de ce que ressent l'autre, et après de mettre des mots sur cette intuition. Oui, l'enfant, il sent s'il est compris ou pas. Parce que pour moi, une des choses que les êtres humains attendent le plus, c'est d'être écoutés et compris par l'autre. Eh bien, quand un nouveau-né se sent écouté ou compris par ses parents, tout son être se détend. Et il y a une détente et presque un sourire. Ça se voit sur son visage. Mais pour ça, il faut être vraiment attentif au visage et au regard de l'autre. L'autre nous dit oui, c'est bien ça, je suis compris. Et il y a dans ce cas-là un apaisement total de son être. J'ai l'impression que ça joue presque à deux niveaux, parce que quand le parent dit à l'enfant, donc là, tu pleures parce que tu es triste, non, parce que tu es en colère, ou le fait de faire ça, voilà. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu as peur? Donc déjà, juste de faire ça, donc premier niveau, le parent se tourne vers la dimension émotionnelle au lieu d'imposer ce qu'il pourrait croire, tout ça. Donc c'est déjà une forme de bienveillance. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que donc l'enfant se sent reconnu et peut-être même il comprend ce qu'on lui dit alors qu'il n'a pas encore une maîtrise du langage, mais il entend quelque chose de ce qu'on dit. Il se sent accepté comme il est. C'est-à-dire que on peut, au départ, le parent offre tout un panel d'émotions, mais après, s'il va loin dans ce que lui ressent en étant en connexion avec l'enfant, il va dire, là, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est ça? Et là, l'enfant va dire si c'est oui ou non, par son attitude. C'est incroyable. Ah oui? Mais c'est une connexion infraverbale, pour moi. Infraverbale, mais aussi verbale. Oui, c'est les deux. Peut-être on pourrait... oui, vas-y.
le langage des émotions, je pense qu'il est avant tout infraverbal, hein, mais il est dans la synchronie à l'autre. Le cœur donc le cœur de l'éducation et le cœur du rapport à la souffrance et à la douleur que quelqu'un vit, c'est donc une forme d'écoute, d'empathie, de respect, et écoute, respect, empathie, non pas par moralisme ou Non. par bon sentiment, mais par intelligence du fonctionnement de l'être humain, de son cerveau Absolument. et de ce qui marche. Voilà. Donc au fond, il ne s'agit pas d'être gentil parce qu'on veut Non. être des gentils garçons, mais il s'agit d'avoir de la bonté parce qu'on essaie d'être intelligent et d'être un peu, et de vouloir un peu être efficace et juste dans la situation. On essaye de le comprendre, et après, il y a quelque chose de très important, c'est de donner confiance et de soutenir. C'est-à-dire qu'à n'importe quel âge, on a besoin d'être soutenu dans ce qu'on est et d'avoir confiance en nous. Eh bien, le parent, par exemple, avec un enfant qui n'a pas un comportement adéquat, il va toujours lui dire « je te fais confiance, je sais que tu es capable de progresser et de ne plus, mettons, taper ou mordre ». Eh bien ça fait progresser le cerveau, hein. Il y a des études qui montrent que quand on dit à quelqu'un « je te fais confiance, tu peux progresser », eh bien ça nous fait progresser. Alors que si on met des étiquettes sur les gens, t'es méchant, t'es paresseux, t'es orgueilleux, eh bien ça bloque le développement du cerveau. Donc ça, c'est très important. Est-ce qu'on pourrait maintenant décrire cette attitude dont nous avons besoin, dont l'enfant a besoin, mais au fond dont tout être humain a besoin? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette attitude? Pourquoi on a besoin, disons, d'une forme de sécurité au fond? Alors pour moi, c'est vraiment l'empathie qui nous donne ça. Et je prends la définition de Jean De Setti, qui travaille à Chicago sur le développement du cerveau de l'enfant, et qui est un chercheur français, et qui dit que pour être réellement empathique, il y a 3 facettes à l'empathie. Il y a d'abord l'empathie affective, c'est celle dont on vient de parler avec le tout petit, qui est de sentir et de partager les émotions d'autrui, sans être dans la confusion entre soi et autrui. Ça, c'est extrêmement important. Alors, quand on est professionnel, c'est facile, entre guillemets. Quand on est parent ou quand on a un être cher qui souffre, c'est extrêmement difficile. Mais il faut essayer quand même de ne pas être dans la confusion entre soi et autrui. Ensuite, la deuxième facette, c'est l'empathie cognitive. C'est de comprendre pourquoi l'autre éprouve telle ou telle émotion. Donc ça, c'est de l'intellect. Et ensuite, il y a la sollicitude empathique. Et c'est pour ça que je prends cette définition de Jean De Setti, parce qu'il y a des centaines de définitions de l'empathie, qui est ce qui nous incite à prendre soin du bien-être d'autrui. Parce que pour moi, à quoi servirait de sentir la détresse d'un enfant, de la comprendre, si on n'a pas envie de lui apporter du bien-être? Donc pour moi, cette définition de l'empathie et pour moi est extraordinaire. Sentir, comprendre et agir pour le bien-être de voilà. bien-être. Donc Jean De Setti dit que quand il y a ces 3 facettes de l'empathie, ça fait vraiment maturer le cerveau de l'enfant. Et ça, c'est parce que, comme on le sait aujourd'hui, le cerveau de l'enfant n'est pas pleinement développé. Donc on fait souvent il est très immature. Donc on fait une grande confusion, parce qu'au fond, on pourrait dire l'erreur qu'on fait depuis le début, c'est on ne comprend pas que le cerveau de l'enfant n'est pas comme notre cerveau, et donc on lui parle en oubliant que son cerveau n'est pas mature, et donc il a besoin d'empathie, mais tu dis aussi que cette empathie, elle donne une forme de confiance et de sécurité. Il y a quand même cette notion il vit des troubles, parce que l'empathie lui donne un sens de... L'empathie lui donne un socle, il lui donne une confiance, il lui donne un ancrage, il lui donne une force, absolument. Parce que Tu parles de sécuriser l'enfant. C'est une sécurité affective, et ce qu'il faut bien comprendre, parce que pour beaucoup de gens, c'est pas très simple, hein. L'empathie, c'est le travail sur les émotions. Et les émotions, c'est un travail extraordinaire, hein. Au XXe siècle, les émotions étaient considérées comme gênantes. Il fallait s'en débarrasser. Et ce n'était pas bien de dire qu'on était triste, hein. Il fallait cacher ces émotions. On va en parler des émotions en 2 minutes, mais je voudrais revenir sur cette idée de sécuriser l'enfant.
Je trouve que c'est une idée, bon, elle est un peu connue aujourd'hui, parce que tout le travail de Bowlby, les théories de l'attachement l'ont montré, mais ça reste encore quelque chose qui n'est pas si compris, qu'il y a une manière de sécuriser, de donner une sécurité à l'enfant. En quelques mots, la théorie de l'attachement, hein, parce que beaucoup de gens font des confusions, c'est répondre aux signaux de détresse de l'enfant. C'est ça. C'est pas un attachement comme ça. C'est être capable de comprendre les signaux émotionnels de l'enfant quand il est en détresse et d'y répondre de façon adéquate. Alors que jusqu'à présent, qu'est-ce que faisaient les adultes? Quand l'enfant était en détresse, eh bien, ils punissaient l'enfant et ils le traitaient mal. Donc, tu vois que cette notion d'attachement, elle est très importante. L'attachement, c'est pas du tout du bisounours, hein. C'est répondre de façon adéquate aux signaux de détresse de l'enfant. Ouais, cette idée de sécurité, je trouve qu'elle est importante parce que elle est mal comprise. Et le mot pose aussi pas mal de problèmes. Mais je crois que c'est important. Et peut-être pas seulement pour les enfants. Peut-être que même les adultes devraient comprendre que quand ils sont en trouble, quand ils vivent des situations de crise, peut-être ce qu'ils ont besoin, c'est trouver une forme de sécurité affective qui va leur donner le courage et la force d'affronter les difficultés. Ça, c'est pas du tout entendu dans notre monde. On n'a pas du tout. On parle de bien-être, mais qui est à mon avis très égarant. Mais on parle très peu de cette. C'est quelque chose qui est encore très peu compris dans notre culture. Oui. Donc c'est vrai que je voudrais. On va parler après du travail des émotions, mais je voudrais qu'on essaye d'expliquer ce que c'est cette sécurité et ce qu'elle n'est pas. Ben, pour moi, la sécurité affective, c'est la même chose que l'empathie et la bienveillance, c'est-à-dire que c'est pouvoir exprimer quand on va mal, hein, ces émotions désagréables, et avoir quelqu'un qui nous comprend et qui nous écoute. Je peux t'assurer que moi, tous les enfants que j'ai reçus quand ils n'étaient pas avec leurs parents ou les adolescents me disaient tous qu'est-ce que je voudrais qu'on m'écoute enfin. Donc c'est d'être écouté sur ce qu'on est vraiment et d'être accepté avec ce qu'on est profondément. Pour moi, c'est ça la sécurité. C'est aussi, mais il peut y avoir aussi, on peut aussi donner la sécurité en câlinant l'enfant. Alors, pour moi, c'est autre chose, hein. C'est quoi? Pour moi, l'amour et l'empathie, c'est la même chose. C'est-à-dire que on ne peut pas aimer si on ne comprend pas l'autre dans ce qu'il vit profondément et qu'on ne l'accepte pas avec ses qualités et ses faiblesses. Mais tout ce travail-là, il doit être fait, si on veut être comme ça avec l'autre, il faut d'abord avoir fait ce travail-là sur soi-même. C'est-à-dire que si on ne s'accepte pas avec toutes nos facettes, c'est-à-dire avec nos capacités, nos faiblesses, le fait qu'on se trompe tout le temps, d'accepter qu'on fait des erreurs en permanence, eh bien, on ne va pas pouvoir accueillir l'autre dans ce qu'il est profondément. Et je pense que c'est d'abord lié à ça, le fait d'aimer. Donc c'est basé sur l'empathie. Et après, quand on aime vraiment quelqu'un, alors après c'est très mystérieux, hein, le fait d'aimer quelqu'un, hein, c'est d'être en totale connivence avec lui, intellectuellement, émotionnellement et charnellement. Hein. Là, c'est un au-delà de l'empathie. Hein. C'est le mystère de pourquoi on aime telle ou telle personne. Ça c'est quelque chose d'autre. Mais avec un enfant, c'est d'abord, hein, parce que tous les parents n'aiment pas leurs enfants. Hein. Je peux t'assurer que j'ai été assez bouleversée quand je recevais des parents pendant la grossesse, quand je leur demandais d'être en contact avec leur enfant, et si c'était possible qu'ils leur fassent sentir leur affection. J'ai beaucoup de parents qui s'effondraient totalement et qui me disaient « mais pour moi c'est impossible ». Et en fait, c'est parce qu'eux n'avaient pas été aimés. Donc, et donc, qu'est-ce que tu leur disais de faire? Comment tu les guidais? Alors, moi, ce que je faisais au XXe siècle, j'ai compris au XXIe siècle, avec toutes ces découvertes, pourquoi ça marchait ou ça ne marchait pas. Et j'ai compris que l'ocytocine, qui est donc la molécule de l'empathie,
de l'amour, de l'affection, donc tu vois, c'est très très lié, elle ne se développait que si on reçoit de l'empathie ou de l'affection. Donc là, ça nous montre aussi notre dépendance totale aux autres êtres humains. Moi, en fait, le travail que je faisais, mais parce que moi, ça me plaisait, eh bien, dans ce cas-là, je leur demandais de venir seuls et je les maternais. Et ils me disaient que jamais personne ne leur avait donné cette affection et ce maternage. Comment tu les maternais? Dans mon bureau de consultation, j'avais un lit, hein, ils étaient allongés, et moi, en fait, je les câlinais, je les berçais. Tu vois, c'est ce que je disais. Parce que quand tu disais, j'étais un peu gêné, parce que je trouve que c'était bien ce que tu dis sur l'écoute, l'accueil, tout ça, mais il y a aussi ce côté presque encore plus originaire de câliner. Et je crois que c'est très important parce que on a oublié les émotions, mais on a oublié le corps dans notre. Mais pourquoi là je t'interromps, excuse-moi, pourquoi je ne le dis pas? Parce que je me suis aperçue que tout le monde n'était pas en capacité de faire ça. Donc je ne veux pas dire à tous les professionnels de l'enfance, il faut faire ça. Non, mais je pense que c'est aidant pour ceux qui nous écoutent de savoir que se poser corporellement, se câliner corporellement, soit ou l'autre, mais déjà même soi-même, d'avoir cette attitude-là, qui nous donne une forme de sécurité et de confiance, qui passe par le corps, qui fait qu'on se sente posé, ça aide énormément, et que c'est pas qu'un travail intellectuel. Voilà, moi, c'est pas du tout un travail intellectuel. C'est pour ça que je voulais faire ce détour-là. Ouais. Le travail que je faisais avec les parents n'était pas du tout un travail intellectuel. Et évidemment, tu as dû être aidé par le fait que tu as été marqué par l'autonomie, qui a dû beaucoup t'aider. Alors moi, je vais te dire, beaucoup de gens qui font de l'autonomie, ça ne se décrète pas de pouvoir donner de l'affection aux gens. Alors je vais là te dire quelque chose que je ne dis jamais d'habitude. J'ai eu l'immense chance, et je fais partie, parce que l'UNICEF dit que la très très grande majorité des adultes à l'heure actuelle ont reçu de la maltraitance dans leur enfance, et j'en veux pas du tout aux adultes, parce qu'ils humilient leur enfant verbalement et physiquement en croyant bien faire. Ils pensent que c'est la bonne éducation. Donc moi, je n'en veux pas du tout aux adultes d'être comme ça avec les enfants. Et qu'il y a à peu près 5 à 10% des êtres humains à l'heure actuelle sur la planète qui ont été élevés avec affection, avec amour, sans humiliation verbale et physique. Et j'ai eu l'immense chance, là mes parents ne sont plus sur cette terre, d'avoir eu des parents aimants et qui ne m'ont pas humilié verbalement et physiquement. Donc moi, j'ai reçu énormément d'ocytocine, donc je peux en donner. Donc pour moi, ce n'est pas difficile. Mais pour beaucoup de gens, même quand ils ont fait de l'autonomie, s'ils n'ont pas reçu assez d'ocytocine, ils essayent de faire ça, mais ils n'y arrivent pas. Donc moi, je n'ai aucun mérite. Mais je pense qu'on peut transformer les choses. Bien sûr. Mais moi, l'expérience fondamentale de sécurité, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Franz Wellmann, qui était le fondateur de l'autonomie, et quand même, l'expérience avec lui, où d'un certain point de vue, c'est pas tout à fait la même chose, mais on pourrait dire que il m'a materné, il m'a fait toucher ce sens de confiance et de sécurité primordial, qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de oui fondamental. Ça a joué un rôle majeur dans le développement de mon existence. Ah non, mais pour moi, le contact et le toucher affectif, le toucher affectif, il est fondamental et vital pour le développement des êtres humains. Et je le dis dans mon premier livre, ça fait maturer le cerveau. Il y a des études à l'heure actuelle qui montrent que le contact affectif chaleureux, aimant, fait maturer le cerveau des enfants. On pourrait dire que pour que tout le monde puisse entendre, que ce qui donne la sécurité à l'enfant, c'est donc l'empathie au sens reconnaître ses émotions, accepter ses émotions, comprendre ses émotions et vouloir l'aider. Et il y a aussi tous ces gestes affectifs, et que dans notre société, bon, ça on peut le comprendre par rapport à l'enfant, mais nous sommes un monde qui a perdu
ce que peut être un geste affectif. Absolument. On ne comprend le geste aujourd'hui que dans l'horizon sexuel, et un geste de tendresse affectif pour l'autre Et fondamental. fondamental, et on l'a perdu. Ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qui fait quand même profond, qui est quelque chose qu'on a coupé des rapports que nous avons les uns avec les autres, et qui crée une forme paradoxale d'insécurité Complètement. profond. Et pour nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure, plus un parent, un adulte, un professionnel de l'enfance va recevoir de l'affection de la part de son entourage, hein, alors ça peut être de son conjoint, de ses amis qui sont dans un contact affectif et chaleureux, plus lui va recevoir de l'ocytocine. Et plus lui va développer ses capacités à donner de l'affection. Donc, notre cerveau qui est malléable est résilient et on peut toujours, hein, je l'ai dit tout à l'heure, sauf si le traumatisme du départ a été extrêmement violent, on peut toujours résilier et progresser. Moi, je crois, j'ai énormément confiance dans la capacité à progresser des êtres humains. On peut toujours progresser dans nos capacités d'affection. J'ai juste dit que si on a reçu ça dans l'enfance, c'est un plus, évidemment, mais que si on ne l'a pas reçu, on peut toujours s'entourer de gens affectueux. Oui, et puis moi Et qui nous câlinent. Qui nous câlinent. Moi qui ai une éducation, le contraire de toi, Habituelle. maltraitante, Habituelle. Oui. Eh ben, je peux témoigner que c'est absolument possible. Mais absolument. Qu'il y a une possibilité de... Mais du coup, c'est vrai que c'est sans doute ce qui explique ma critique de l'approche actuelle de la méditation, que je trouve trop technique, trop abstraite, tout ça, que j'aime pas la notion de pleine conscience, parce que je suis sensible à ce que tu dis, et j'en ai fait l'expérience, et que je trouve qu'il faudrait inventer, ce que j'essaye de faire, une méditation qui soit à la fois, qui donne à la fois cette affection profonde dans laquelle on se sent autorisé d'être, et qui soit comme une forme de maternage, et que la méditation soit aussi un espace, non pas du tout pour se calmer, mais pour travailler sur les émotions. Et là, je trouve que tu as une grande capacité synthétique d'expliquer comment on fait avec les émotions. Et là, on pourrait essayer d'explorer ce que tu dis. Alors là, ça ne t'est pas venu, on pourrait dire quelque chose que tu as compris quand même par ton éducation, mais aussi par l'autonomie sur l'affection corporelle, ce geste d'affection. Et après, c'est plus la communication non violente qui a éclairé ton approche de comment on se relie aux émotions. Alors, si tu permets, je reviens juste sur le toucher. Parce que pour moi, le toucher, il est toujours dans le respect de ce que l'autre éprouve. C'est-à-dire que quand on a un contact affectif charnel avec l'autre, il faut toujours lui dire « est-ce que cela te convient ?» Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi il y a beaucoup de parents, ils n'en ont pas conscience, ils veulent bien faire, pratiquement toujours. Ils gardent leur enfant pour eux et ils l'emprisonnent. Et l'enfant, lui, il n'a pas envie de ça. Donc, il faut faire très attention. C'est toujours « est-ce que cela te convient ?» Et toujours laisser l'autre libre. Ça, c'est extrêmement important. La vraie sécurité affective donne de la confiance et de la liberté et de l'autonomie. Et elle n'emprisonne pas. Ça, c'est extrêmement important. C'est le contraire de la sécurité que qu'on garde l'autre pour soi. Ça, c'est très paradoxal. C'est-à-dire, on appelle théorie de l'attachement ce qui signifie donner le plus d'autonomie. Ouais. Donc, c'est un peu le paradoxe. C'est un mauvais terme, l'attachement. C'est clair. Sécurité, ce n'est pas un très bon terme, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde sécuritaire, de panique. Ce ne sont pas des bons termes. Et il faudrait... Moi, j'en parle jamais. J'en parle très, très peu de ces mots de sécurité et d'attachement, à cause de ça. C'est clair. Mais on voit l'idée positive derrière, il y a un attachement, c'est-à-dire que tu sens que tu n'es pas abandonné, tu sens que tu peux avoir un lien de confiance, c'est ça l'idée. Je préfère la confiance et le soutien. C'est clair. Et la sécurité, ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut... on se sent en confiance, on peut se foutre la paix dans mon langage. Oui. Mais oui, c'est clair. Donc peut-être on peut décrire maintenant ce qu'on fait par rapport aux émotions. Ouais. Alors, les émotions, c'est un grand changement là, au XXIe siècle.
tout ce travail des émotions. Il a été surtout initié par Damasio, hein, qui, c'était en 95, a publié un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, donc c'est un tacle pour nous Français, et c'est le premier au monde à décrire le circuit cérébral des émotions. Hein. Il faut bien s'imaginer ça. Au XXe siècle, nous médecins, on apprenait le cerveau comme étant un organe qui nous permettait de penser, d'avoir de la motricité et de la sensorialité. On ne savait absolument pas qu'une très grande partie du cerveau était dévolue aux émotions et aux relations. Et ça, c'est quelque chose justement que je voudrais que les philosophes intègrent ça, que oui, une des grandes découvertes du XXIe siècle, c'est que nos émotions et nos relations sont fondamentales pour notre développement. Et ça, malheureusement, beaucoup de philosophes ne l'ont pas compris. C'est Ouais. pour ça que moi, je suis très surpris du succès en France de Spinoza, qui est... Un des premiers, justement. Non, à ne pas comprendre ça. Ah oui. Parce que c'est Spinoza, c'est quand même d'un rationalisme. La phrase que tout le monde adore, je ne sens pas, mais j'essaye juste de comprendre, c'est pas la dimension humaine. Et je trouve que la prochaine personne qui dit, moi je suis cartésien, il faut maintenant leur répondre, vous choisissez d'être à ce point irrationnel. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent encore, je suis cartésien, c'est-à-dire moi je préfère la raison, mais depuis Damasio et toutes les études, se croire qu'on est rationnel parce qu'on n'est que dans la raison, c'est irrationnel. Complètement. Et ça, c'est quand même, il serait quand même temps que les gens comprennent que la raison implique une ouverture à d'autres dimensions qui sont les dimensions du corps, des émotions, de la sensation. Complètement. Et ça, c'est sûr qu'il y a une longue tradition philosophique qui nous a profondément égarés sur ces questions-là, même si le philosophe là va parler, on n'a pas eu besoin d'attendre les neuroscientifiques parce que depuis Nietzsche, la phénoménologie, Merleau-Ponty, ces questions-là en philosophie sont apparues depuis longtemps. Mais je suis frappé que le modèle philosophique reste encore Spinoza et Descartes et pas tous ces penseurs parce que au fond la chair du monde et tout, c'est des notions très centrales à Merleau-Ponty qui essayent de vraiment faire cette révolution-là. Donc les philosophes ici ont senti, on pensait que là il y a quelque chose dans l'expérience humaine fondamentale qui est essentiel. Mais disons, voilà, donc Damasio montre que les émotions sont fondamentales. Oui. Et il nous dit quoi? Il nous dit que nos émotions sont primaires, c'est-à-dire qu'il faut être attentif à ce qu'on ressent et qu'elles nous permettent évidemment d'avoir une vie affective, mais aussi de penser, d'entreprendre, donc d'agir, d'avoir un sens éthique et moral, de faire des choix. Donc c'est fondamental. Et il nous dit quoi? Comment il a découvert ça? C'est avec des patients qui avaient eu soit une tumeur cérébrale, une hémorragie cérébrale qui avait détruit tout le circuit des émotions et qui n'éprouvaient plus rien. Et il a fait tester ces patients-là et il s'est aperçu qu'ils avaient un QI normal. Il a été complètement stupéfié de voir que dans son livre L'erreur de Descartes, il est très bouleversant parce qu'il dit « Moi, je ne comprends pas, je ne comprenais pas. J'ai été élevé avec des parents et des enseignants qui m'ont dit que c'était l'intellect qui nous permettait d'avoir une vie digne, qui a un sens. Et là, je me rends compte que des gens intelligents, voire très intelligents, font n'importe quoi parce qu'ils n'éprouvent plus d'émotions. Donc ça lui a permis de comprendre à quoi servaient les émotions. Donc les émotions, c'est primaire, c'est-à-dire qu'il faut être attentif à ce qui se passe dans notre corps, à nos émotions, et ensuite comprendre pourquoi on a telle ou telle émotion. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors peut-être on peut, de cela, tu tires disons, une sorte de schéma de comment se relier à nos émotions et comment aider l'enfant à se relier à ses émotions. Alors pour moi, c'est d'abord le parent. D'accord. Pour moi, ce qui est très important, c'est que c'est d'abord à l'adulte qui élève l'enfant, aussi bien les parents que les professionnels de l'enfance. C'est d'abord à eux de faire ce travail sur les émotions.
Donc d'accueillir et d'accepter les émotions qui sont un phénomène physiologique. Ça, c'est très important de comprendre ça et qu'il n'y a aucun jugement moral à avoir sur les émotions. C'est ni bien ni mal. Donc les émotions, c'est juste pour nous dire fais attention à toi. C'est-à-dire que, par exemple, si on a des émotions agréables, on est enthousiasme ou serein ou heureux, eh bien, c'est un signal pour nous dire ta vie correspond probablement à ce que tu souhaiterais profondément. Alors que, au contraire, si on est anxieux, qu'on a peur, qu'on est en colère, qu'on est triste en permanence, c'est juste pour nous dire fais attention à toi. Ta vie probablement ne correspond pas à ce que tu souhaiterais. Donc c'est pour notre survie, pour notre bien-être qu'elles sont là, nos émotions. C'est pour qu'on vive le mieux possible. Donc il faut faire très très attention à ce que nous dit notre corps. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre notre corps, nos émotions et notre intellect. Il y a une interdépendance entre ces trois secteurs et je ne fais pas de différence entre eux, ces trois secteurs. C'est-à-dire que quand on a des émotions, ça retentit sur notre corps et sur notre intellect. Quand on pense, ça retentit sur nos émotions et sur notre corps. Et quand on a on vit des choses dans notre corps, par exemple, quand on danse, eh bien, ça retentit sur nos émotions et sur notre intellect. Donc, ces trois secteurs sont totalement imbriqués. Et il n'y a pas de différence entre eux. Et ce qui est fondamental dans ce que tu dis, qui est un peu le cœur de ce que j'essaye souvent de montrer quand j'enseigne la méditation, c'est l'idée dominante aujourd'hui qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives est un piège redoutable et que si les gens peuvent arrêter de penser qu'il y a des émotions positives et négatives, qu'il faut positiver tout ça, il n'y a pas d'émotions positives et négatives, il n'y a que des émotions agréables ou désagréables. Absolument. Les émotions, je le redis, c'est ni bien ni mal. Elles sont là juste un signal pour qu'on prenne soin de nous et qu'on voit si la vie qu'on mène nous correspond ou non. Donc, encore une fois, le gros problème, c'est la culpabilité. C'est-à-dire qu'il faut absolument se débarrasser de la culpabilité et d'accepter d'être parcouru en permanence par des émotions agréables ou désagréables. Pour revenir à la différence... C'est central. Oui, pour revenir à la différence entre sentiment et émotion, je vais être très très brève, parce que j'ai des livres de 1000 pages là-dessus. Pour moi, les sentiments, c'est l'arrière-fond, c'est-à-dire que en ce moment, est-ce que vous avez plutôt, dans votre vie privée ou professionnelle, une période sereine ou au contraire très anxieuse ou très malheureuse? Et puis, sur cet arrière-fond qui sont les sentiments, en permanence, il y a des émotions sur tout ce qu'on vit. Donc, ce sont du domaine du ressenti, les deux. Mais il y a cet arrière-fond d'éprouvé et cette variation permanente des émotions. Ça, c'est tellement central, parce que moi, j'essaie beaucoup de réfléchir en ce moment sur ce que c'est la sérénité, et je me rends compte qu'on est trompé, parce qu'on a l'idée qu'être serein, ce serait n'avoir que des émotions entre guillemets positives, ce qui est ce qui est complètement erroné, et il faudrait que les gens comprennent qu'être serein, c'est pouvoir entrer dans la danse avec ce qui est agréable et désagréable, et que la sérénité, c'est la capacité de faire face à l'agréable et au désagréable, et pas vouloir être dans un état de calme, être zen, être éveillé, toutes ces abstractions qui nous coupent de la capacité que nous avons en nous de pouvoir... et donc on est serein pas parce qu'on va toujours bien, mais on est serein parce qu'on a confiance qu'on peut affronter tout ce qui se passe. C'est accueillir et accepter toutes nos émotions sans culpabilité. C'est ça la sérénité, c'est quand même complètement autre chose que ce qu'on présente partout. Ah, mais complètement. Mais pour moi, il y a quand même une différence avec l'arrière-fond, c'est-à-dire est-ce que notre vie profonde correspond à ce que nous souhaiterions pour donner un vrai sens à notre vie, et puis les émotions qui surviennent en permanence parce que la vie est fluctuante en permanence. C'est clair. Donc il y a cet arrière-fond
qui nous permet de vivre en correspondance profonde avec ce que nous sommes. Parce qu'au moment où je suis libéré de cette idée, je ne devrais pas être aussi en colère, je ne devrais pas être aussi triste, j'entre en rapport à une sorte de vérité du réel et de moi-même qui va me permettre de m'ajuster et de me transformer. Et donc si je sens là qu'il y a un truc qui ne va pas, je ne me sens pas bien, si j'écoute mes émotions, je vais sentir, là je suis en désaccord avec moi-même, et donc je vais pouvoir me réajuster et trouver une plus grande plénitude. Donc je trouve la plénitude parce que j'ai accepté l'inconfort de rencontrer quelque chose de discordant. Ce discordant m'appelle et m'invite à me réajuster davantage à mes propres désirs et à la réalité. Oui, mais je suis absolument d'accord avec toi. J'irai plus loin. Il est normal d'être en colère régulièrement. C'est clair. Et il est normal d'être triste aussi. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans ma vie, je peux être triste parce que j'apprends la souffrance de quelqu'un. Et c'est normal. Je peux être en colère parce que j'apprends que à l'heure actuelle il se passe telle ou telle chose et que je voudrais que ça soit pas, que ça soit autrement. Pour moi, c'est absolument normal d'avoir des émotions désagréables. Ça n'a rien à voir avec la sérénité. C'est clair. Et ça, je crois que si les gens comprenaient ça, ils iraient beaucoup mieux. Ce que je voudrais dire pour finir, c'est que tu insistes beaucoup dans tous tes textes, et je crois que c'est important que c'est pas grave si le parent fait mal. On fait des erreurs tout le temps. Donc voilà, ça, je pensais que c'était bien de finir là-dessus. Ah ouais. Non mais pour moi, c'est extrêmement important, et je le dis, que même moi, j'ai des petits-enfants, et que ça m'arrive avec mes petits-enfants de faire des erreurs, et dans ce cas-là, je leur dis, ben, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ce mot-là, j'aurais pas dû faire ça. Et ils le comprennent très très bien. Moi d'abord, ça m'apaise complètement de reconnaître mes erreurs, ça me fait du bien. Et eux, ils comprennent qu'on peut toujours progresser. Et je leur dis, ben, écoute, tu vois, on fait des erreurs tout le temps, mais on peut toujours aussi progresser. L'important, c'est de reconnaître ses erreurs et de ne pas s'enferrer dans ses erreurs. Ça, je trouve que c'est une idée très forte que tu dis. C'est-à-dire, le parent, c'est pas grave qu'il fasse des erreurs. Ouais. Mais l'enseignant non plus. Mais l'important, c'est que vous disiez à l'enfant, j'aurais pas dû faire ça. Ce qui est pas très commun comme idée. Mais pour moi, les professionnels de l'enfance devraient dire ça. Pourquoi ? Parce que ça va un peu contre l'idée habituelle, il faut que j'assume, que c'est moi qui ai l'autorité. C'est pour ça que je trouve que c'est très beau d'inviter... Mais pour moi, c'est être pleinement humain. Un humain, il se trompe tout le temps, il fait tout le temps des erreurs. Il est traversé par plein d'émotions agréables, mais aussi désagréables. Et de le dire, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ça donne une meilleure compréhension de ce que c'est que l'humain, et ça donne un rapport complètement de confiance entre l'adulte et l'enfant. Moi, je le vois totalement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est si vous dites à l'enfant, excuse-moi, j'aurais pas dû te crier dessus, oui. Loin de perdre devant lui de votre autorité ce que vous pourriez penser, en réalité, vous vous montrez encore mieux comme un adulte responsable qui l'inspire et qui peut l'aider à se construire. Ah mais complètement, complètement. Ça, c'est magnifique. Oui, et pour moi, ça n'a rien à voir avec le laxisme aussi. C'est-à-dire qu'un adulte doit savoir dire non, transmettre des valeurs, mais par contre, il doit être un modèle, et c'est ça qui est compliqué. Et le modèle, c'est-à-dire lui montrer ce que c'est qu'un humain, avec ses capacités et ses erreurs et ses faiblesses. Je crois que ça, c'est... Et l'autre chose que tu dis... Et pas se mettre de pression. Moi, personnellement, je ne me mets aucune pression. Là, c'est très important. Pourquoi ? Si je me mettais de la pression, par exemple dans mon enseignement ou avec mes petits-enfants, mais je serais stressée et je les stresserais. Donc moi, je me mets aucune pression. Si je me trompe, c'est pas grave. Je leur dis. Donc, on se trompe. Et là, après, je trouve que ce qui est très, très beau aussi, c'est que tu dis, c'est normal aussi que vous vous trompiez, parce que on nous a pas appris tout ce dont tu parles. Absolument. Donc il y a plein de parents moi, mes parents, ils ont fait l'éducation normale, donc comme j'étais en plus hypersensible, donc ils étaient encore plus maltraitants, mais c'est pas du tout de leur faute. Ils ont juste fait comme on leur disait de faire à l'époque. Oui, et en croyant bien faire. Et en croyant bien faire. Donc c'est vrai que moi, je pense que c'est important de comprendre ça, parce que du coup, ça déculpabilise. C'est-à-dire, mes parents ont été maltraitants, mais pas parce qu'ils voulaient mal faire, parce qu'ils étaient... Et du coup,
j'ai aucune raison de leur en vouloir. Et puis si vous-même, parce que sinon il y a plein de parents qui vont se dire, ah mon Dieu, mais j'ai pas du tout fait ça. Et voilà, on pouvait pas tout savoir. Et surtout, ne pas en vouloir à ses parents s'ils n'ont pas fait comme vous auriez voulu. Moi, au XXe siècle, j'ai dit beaucoup de bêtises aux parents parce qu'on ne savait pas tout ça. Et donc, aux parents, quand je les voyais au XXIe siècle, je leur disais, ben, vous voyez, je ne savais pas ça. Donc maintenant, la science nous dit telle ou telle chose. Mais je ne me culpabilisais pas du tout. Je disais, mais c'est parce que je ne savais pas. Donc les parents, oui, ils ne savaient pas ça. C'est pas grave du tout. C'est-à-dire que pour moi, j'ai confiance dans l'humanité parce que l'humanité progresse grâce à ça. C'est formidable. Ben, merci beaucoup. Enfin, c'est Avec grand plaisir. C'est bien de finir dessus. Et puis Elle donc, progresse. Alors, je veux rajouter, elle progresse moralement. Parce que c'est un énorme progrès, justement, de vouloir avoir une éducation qui ne maltraite plus les enfants verbalement et physiquement. C'est clair. C'est un énorme progrès, c'est gigantesque comme progrès. C'est une vraie révolution. Ben, merci beaucoup, Catherine. Avec grand plaisir, Fabrice. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Dialogue. Et je vous retrouve pour un autre épisode dans 15 jours. Et n'hésitez pas, si vous aimez cet épisode et vous ne voulez pas manquer le prochain, de vous inscrire sur ma chaîne YouTube pour recevoir les informations nécessaires.